Chers téléspectateurs, merci de nous rejoindre et bienvenue à toutes et à tous. Nous avons le plaisir d'accueillir l'ambassadeur de France, son Excellence M. Hervé Magro, dans les studios d'An-Nahar, afin de mettre en lumière la relation privilégiée entre la France et le Liban, ainsi que le soutien que Paris peut apporter dans le contexte des circonstances difficiles auxquelles les Libanais sont confrontés. Votre Excellence, bienvenue et merci d'avoir accepté notre invitation. Bonjour à vous et merci de m'avoir invité. Et tout d'abord, pour vous dire Mabrouk, pour ces émissions en français que vous avez lancées depuis quelque temps. Nous sommes évidemment très heureux et bien sûr toujours prêts à soutenir ce type d'initiative. C'est une bonne année qui commence. Oui, donc tous mes voeux à vous et à vos téléspectateurs. Merci. Merci beaucoup, Votre Excellence. Partons du flot géopolitique explosif. Quelle est la position de la France face aux tensions entre Israël et entre le Liban, notamment concernant l'agression et le bombardement israélien du territoire libanais, et en même temps l'engagement du Hezbollah à défendre l'Iran en cas d'une frappe américaine? Je crois que notre position elle est constante. Vous l'avez décrit dans cette région, mais je dirais dans ce monde, qui est un monde d'incertitude. Ce que nous essayons d'apporter, c'est une voie constante de stabilité. Et évidemment, tous nos efforts vont vers cette stabilité. Et nous essayons de nous tenir à cette politique de constance sur des positions qui sont celles du respect du droit international, du respect des accords passés. Et c'est dans ce sens-là que nous avons, depuis le début, appelé au respect plein et entier de l'accord de cessation des hostilités de novembre 2024 et que nous continuons à dire très régulièrement que ce qui se passe et les frappes et les violations du territoire libanais sont inacceptables. Mais nous disons aussi qu'aujourd'hui les choses ont changé. Aujourd'hui, il est indispensable, comme le dit le président Aoun et le chef du gouvernement, de retrouver le monopole des armes à l'État libanais. Le temps est venu. Et donc, entre ces deux lignes forces, nous essayons, encore une fois, de jouer un rôle à la fois de modération, mais aussi de détermination pour avancer, à la fois pour trouver des solutions pour faire cesser ces violations, mais aussi, d'un autre côté, pour avancer vers la voie de la pleine souveraineté du Liban et du monopole des armes à l'État. Donc, peut-on éviter une guerre? Moi, je pense que poser cette question à un diplomate, c'est comme si on lui demandait s'il voulait démissionner demain. Non, je crois qu'on peut toujours éviter une guerre. Après, est-ce qu'on en est toujours capable? Ça, c'est une autre question. Mais en tout cas, notre travail, en ce moment en particulier, c'est justement d'essayer de montrer qu'il y a des solutions, qu'il y a des voies possibles, que la voie diplomatique et que la voie politique n'est pas fermée et qu'on peut toujours trouver des solutions, encore une fois, parce que ce qui nous importe, c'est la stabilité de cette région. Et on a bien vu ces dernières années, et plus particulièrement depuis le 7 octobre 2023, à quel point la région était aujourd'hui déstabilisée et à quel point il est important d'essayer d'apporter un minimum de réponses politiques aux questions qui se posent et qui sont des questions de long terme. La solution militaire peut apparaître parfois comme la solution qui résout tous les problèmes, mais ce n'est pas vrai. Même si le recours à la force peut parfois être justifié, et il a été justifié par le Conseil de sécurité des Nations Unies parfois, la réalité c'est que si l'on ne trouve pas de solution politique aux questions qui se posent dans la région, mais malheureusement nous irons sans doute de conflit en conflit. Et notre rôle, et en tout cas la voix de la France, c'est de porter ce message-là. Il faut que nous travaillions tous ensemble à trouver ces solutions politiques pour tous les peuples de la région et pour que tout le monde puisse vivre en paix. Oui. Et quel est votre point de vue à propos du gel des réunions du comité du mécanisme? Je vous remercie vraiment de m'avoir posé cette question parce qu'en réalité, par rapport à ce qui circule aujourd'hui, on le voit bien, d'abord il n'y a pas de gel des activités du mécanisme. Il faut bien voir qu'il y a un travail quotidien qui est fait entre les différentes parties du mécanisme. Comme vous le savez, le mécanisme est sous la présidence des États-Unis, à laquelle nous participons avec les Nations Unies et avec évidemment les autorités libanaises et israéliennes.
Et ce mécanisme, il est en contact tous les jours. C'est-à-dire que je crois qu'il y a une confusion entre les réunions du mécanisme, qui se réunissent, qui se tiennent à intervalles plus ou moins réguliers en fonction de la situation, et le travail au quotidien qui est fait par les généraux qui sont en contact permanent et qui sont en échange permanent. Donc je crois qu'il faut vraiment remettre les choses à leur place. Aujourd'hui, le mécanisme travaille. Après, il y a parfois un peu de délai dans les réunions du mécanisme lui-même, mais qui sont des réunions faites pour tirer le bilan de la situation. Et nous, notre position, et là aussi, ça me permet de faire le point sur ça et de préciser les choses, notre position, depuis le début, notre position a été de dire il faut qu'il y ait un niveau civil dans ce mécanisme, parce que, à un moment, nos militaires sont confrontés à des sujets qui sont des sujets qui dépassent le simple dossier militaire. Et donc, il faut qu'il y ait des discussions au niveau civil. Mais ça, nous le disons de manière constante, et vous m'entendrez souvent prononcer le mot de constance, parce que nous essayons d'apporter un peu de constance dans cette région, comme on l'a dit tout à l'heure, un peu chaotique. Nous le disons depuis le début, il faut qu'il y ait des discussions au niveau civil, parfois pour résoudre des questions que les militaires, et c'est à juste titre, ne peuvent pas résoudre. Mais ceci n'a rien à voir, et là aussi il y a une confusion sans doute pour ceux qui ne suivent pas de très près la question du mécanisme, avec l'autre initiative qui a été lancée par les Américains, avec ces réunions qui se tiennent dans le cadre du mécanisme, mais après les réunions entre les militaires, qui, là, elles sont des réunions plus générales, et à laquelle participe Simon Karam notamment. Mais donc pour nous, il y a bien deux choses différentes. Et si on regarde l'accord de cessez-le-feu précisément, le dernier article de l'accord de cessez-le-feu, en tout cas de cessation des hostilités, puisque c'est le terme exact, mentionne bien l'organisation sous l'égide des États-Unis de discussions entre Israël et le Liban sur la question frontalière. Donc il suffit de lire l'article. Et nous ne contestons pas, comme je l'entends dire partout, le fait que cette partie existe. Elle est dans l'accord. Et dans cet accord, c'est bien les Américains qui organisent ces réunions. S'ils veulent nous associer, s'ils veulent associer quelqu'un d'autre, c'est leur choix et leur responsabilité. Nous, ce dont nous parlons, c'est d'ajouter un niveau civil dans les réunions militaires pour pouvoir discuter de sujets qui dépassent nos militaires. Donc, vous voyez, je sais que tout ça peut prêter à confusion, mais on ne peut pas opposer ce que nous disons avec ce que font les Américains. Au contraire, nous soutenons tous les efforts qui sont faits pour essayer de faire avancer les discussions. Et nous n'avons pas demandé à être dans la deuxième partie, tout simplement parce que cette deuxième partie, elle est prévue dans le texte. Et c'est aux Américains de l'organiser. Mais dans la première partie qui est purement le suivi du mécanisme, les discussions militaires, nous pensons qu'il faut avoir un niveau politique pour pouvoir trancher parfois de certaines questions qui se posent au mécanisme lui-même. Les discussions parallèles, ça c'est un autre sujet. Là, c'est sans doute évidemment avec nos collègues américains qu'il faudrait évoquer la question. S'agissant des préparatifs de la conférence de Paris consacrée au soutien de l'armée libanaise, avez-vous ressenti un réel engagement des pays concernés, en particulier l'Arabie saoudite et les États-Unis? Je dirais simplement que s'il n'y avait pas d'engagement des États-Unis et de l'Arabie saoudite, il n'y aurait pas de date. Parce que, comme vous le savez, il y a eu 2 réunions, une à Paris et une ici à Beyrouth, il y a 2 semaines, pour permettre de préciser la date d'organisation de cette conférence. Donc, à partir du moment où nous avons eu ces réunions et où nous avons pu annoncer ensemble au président Aoun, puisque vous le savez, nous avons rencontré dans le format quintet, avec nos collègues qatariens et égyptiens également, la date du 5 mars, ça veut dire que nous sommes tous concentrés sur cette question et que nous partageons le même objectif. Et donc nous sommes aujourd'hui en train de préparer cette conférence qui doit être pour nous une conférence importante pour le soutien aux forces armées libanaises, à la fois pour leurs besoins immédiats, mais aussi à plus long terme, puisque vous le savez que va se poser la question du départ de la FINUL. Et donc dans ce cadre-là, il est important pour nous aussi de pouvoir
aider l'armée libanaise dans cette phase de transition importante et que la communauté internationale se coordonne pour mieux appuyer les forces armées libanaises. Cet engagement peut-il, selon vous, peser positivement sur les résultats de la conférence? Oui, ce que nous espérons, c'est que tous les participants, parce que ce sera une conférence très large, en réalité, qui vise tous ceux qui veulent aider le Liban et qui veulent aider les forces armées libanaises. Et donc, nous espérons que cette conférence l'aidera, mais nous espérons aussi que cette conférence, elle ne sera qu'une étape dans la poursuite d'un soutien aux forces armées libanaises sur le plus long terme. Il y a beaucoup de choses qui se font. La conférence ne va pas réinventer l'aide à la forces armées libanaises. Il y a beaucoup de choses qui se font déjà. Mais l'idée, c'est que nous puissions ensemble travailler avec les forces armées libanaises sur les années qui viennent d'une manière un peu plus coordonnée et efficace. Qu'est-ce que vous entendez par la deuxième phase du plan de l'armée? Est-ce que vous êtes avec le containment ou bien la livraison du Hezbollah, des armes du Hezbollah à l'armée libanaise? Alors, là, je ne sais pas si c'est à moi qu'il faut poser cette question. Je pense que nous n'avons pas prononcé le mot containment, qui est d'ailleurs, j'ai du mal à traduire en français, pour être très honnête. Non, nous, ce que nous disons, c'est que nous soutenons la position du gouvernement libanais et nous sommes là pour aider le gouvernement libanais. Donc cette deuxième phase, elle a été annoncée. Il y a des échéances qui ont été annoncées par les autorités libanaises pour les prochains conseils des ministres et bien sûr nous encourageons les autorités libanaises à avancer et nous serons en soutien et cette conférence elle est là aussi pour être en soutien des efforts des autorités libanaises, mais la conférence n'est pas là pour s'immiscer dans les questions du désarmement. Ça c'est une décision politique qui doit être prise par les autorités libanaises elles-mêmes et que nous soutiendrons. Oui. Selon vous, l'appui à la reconstruction du Liban doit-il être lié à un plan clair et sérieux qui garantit le monopole des armes à l'État libanais? Là aussi, notre position elle est constante depuis le début et claire. Nous avons soutenu, notamment dans les discussions avec les organisations financières internationales, et notamment la Banque mondiale, une position qui est de dire qu'il faut commencer à reconstruire le Sud, parce que il y a des gens qui habitent au Sud et qu'on ne peut pas continuer à laisser le Sud dans cette situation-là. Et donc le fameux projet LIP dont vous avez entendu parler de la Banque mondiale de 250 millions de dollars, nous l'avons soutenu quand il est passé à la Banque mondiale avant l'été dernier. Nous avons annoncé une contribution française supplémentaire de 75 millions d'euros qui viendra quand elle viendra. Et donc maintenant nous considérons qu'effectivement il faut aller de l'avant et c'est là aussi, encore une fois, au gouvernement libanais de décider comment avancer sur cette question, mais qui nous semble très importante parce que oui, il y a la question du monopole des armes, mais il y a aussi la question de la vie quotidienne des gens qui ont été frappés par les crises de ces dernières années. Et donc il faut avancer. Oui. Au Liban, il y a deux points de vue concernant la livraison des armes à l'armée libanaise. Israël ne respecte pas la souveraineté du Liban et l'accord du 27 novembre stipule que depuis le sud du Liban, il faut livrer les armes. Donc Hezbollah parle qu'il a livré toutes ces armes au-dessus du Litanie. Les Libanais, les autres Libanais, le gouvernement encore parle qu'il faut faire le containment, la livraison de toutes les armes au sud et au nord du Litanie. Quel est votre point de vue? Là aussi, la position elle est assez claire. Le gouvernement a décidé de mettre en œuvre un plan en 5 phases qui nous semble correspondre aux résolutions des Nations Unies. Et je relève simplement que dans l'accord de cessation des hostilités, il est fait référence aux résolutions des Nations Unies. À partir du moment où il est fait référence aux résolutions des Nations Unies, nous considérons que c'est tout le territoire libanais qui est en jeu. Donc là-dessus, de toute façon,
notre position est ce qu'elle est. La réalité, c'est que le gouvernement libanais a une position sur cette question et c'est le gouvernement reconnu internationalement. Donc nous soutenons évidemment le gouvernement libanais. On a déjà évoqué les négociations et le mécanisme. Il est question d'une intention d'engager dans des négociations directes entre le Liban et Israël sous la conduite des États-Unis. Si cela se concrétise, quel est le point de vue de la France vis-à-vis de ce sujet, en cas où la France et les Nations Unies seraient exclues de ces discussions? Encore une fois, sur cette question-là, pour nous, l'important, c'est d'abord qu'on avance vers la paix et la stabilité. Sous quelle forme? Il y a beaucoup de formules qui sont possibles. Il y a des versions différentes. Certains parlent de l'armistice de 1949 comme base de départ, d'autres veulent négocier un traité de paix, d'autres parlent d'un accord de cessation permanente des hostilités. Donc il y a plusieurs formules. Et ça, c'est encore une fois aux autorités libanaises de déterminer quel est le meilleur moyen d'avancer, à quel rythme et comment on doit le faire. Nous n'avons pas de difficulté à ce que les États-Unis organisent des réunions à partir du moment où les partis sont d'accord sur les formules qui sont sur la table. Donc voilà, je crois que là aussi c'est un faux débat. C'est pas la France qui va bloquer des discussions de paix ou de résolution de conflits tout simplement parce qu'elle n'est pas à la table. Non, c'est pas ça notre logique. Nous sommes là, disposés à être présents quand on fait appel à nous, et nous essayons d'aider à ce que les conditions soient réunies pour que justement on puisse avancer vers cette stabilité. C'est ça notre position. Donc nous ne sommes pas là pour faire des procès d'intention à qui que ce soit sur la façon dont c'est. Mais encore une fois, je pense que les mieux placés pour répondre à cette question, ce sont les autorités libanaises qui vont déterminer sur quelle formule on peut avancer. Estimez-vous que le gouvernement libanais avance de manière satisfaisante sur les réformes promises? Moi, je suis un ambassadeur en poste ici. Je ne suis pas sûr que nous serions très heureux si l'ambassadeur du Liban à Paris commençait à juger les actions du gouvernement français. Donc voilà, je vais répondre de manière diplomatique. C'est pas que je veux pas répondre. Simplement, là aussi, nous avons dit depuis le début, depuis l'élection du président Aoun et la nomination d'un gouvernement, que nous sommes là en soutien de ces réformes, tout simplement parce que c'est une nécessité. Je ne crois pas qu'il y ait un Libanais aujourd'hui qui dise le contraire. Rappelons-nous d'où nous venons quand même, parce que nous sommes encore à l'époque des vœux. Il reste 3 jours avant que nous puissions plus nous souhaiter les bons vœux de nouvelle année. 2024 a été une année terrible. On l'oublie. Il n'y avait pas de président, un gouvernement qui était sans réel pouvoir. Nous étions bombardés sur Beyrouth comme sur le reste du pays. 2025 a été quand même une année de renouveau. Même si je sais que beaucoup d'espoirs n'ont pas été réalisés complètement, mais regardons de là où nous partons. Donc c'est aussi ce que nous disons. Et il faut voir d'où nous partons. Et en tout cas, nous sommes là pour, encore une fois, appuyer les efforts du gouvernement libanais dans les réformes, mais pas parce que la France, je vois un certain nombre de gens qui disent la France veut ci, la France soutient telle loi, la France... Non, nous pensons simplement que le pays a besoin de ces réformes. C'est pas pour la France. Et je pense que beaucoup de Libanais diraient la France a besoin de réformes. D'ailleurs, notre président a dit à Davos que l'Europe aussi avait besoin de réformes, comme vous le savez. Non, je crois que le constat est simple. Le Liban a besoin de ces réformes et nous sommes là pour accompagner ces réformes, mais sans dicter quoi que ce soit aux autorités libanaises, mais en leur disant que nous sommes prêts à les aider. On observe certaines divergences entre la France et l'administration de Donald Trump. Ces désaccords peuvent-ils, selon vous, avoir des répercussions sur le Liban? Écoutez, moi, sur cette question-là, je pense que la France a toujours dit les choses telles qu'elle les pensait. Et ce qui me frappe dans ce débat actuel, c'est que très régulièrement, dans l'histoire, nous avons dit un certain nombre de choses qui n'était pas nécessairement la position des États-Unis d'Amérique.
moi je respecte la position américaine, c'est la position des États-Unis. Le président a été élu, il y a un gouvernement américain. Je ne suis pas là pour juger la politique américaine. Simplement, nous disons un certain nombre de choses qui parfois peuvent sembler différentes. Mais enfin, il faut se rappeler tout le débat autour de l'OTAN. Pendant des années. Pourquoi la France a une position très nette sur la souveraineté européenne? Pourquoi nous disons depuis toujours qu'il faut une armée européenne? Mais est-ce que c'est être contre les États-Unis? Non, parce que je crois que le président Trump dit un peu la même chose. Il dit aux Européens, maintenant prenez-vous en main. Et donc, peut-être que sur certains sujets, nous avons des différences d'approche. Mais sur beaucoup d'autres, nous pensons que oui, il faut aller vers une souveraineté européenne. Si la France a une force de frappe nucléaire et une indépendance militaire, c'est parce que nous pensons depuis le début qu'il faut que la France et l'Europe aient cette capacité. Et pas parce que nous sommes anti-américains. Je crois qu'il faut remettre les choses. Les États-Unis sont notre allié. Mais simplement, nous pensons que l'Europe et la France et l'Europe ont leur place tout entière à jouer. Et que si elles ne le jouent pas, si elles ne jouent pas ce rôle, elles se trouveront entre des grandes puissances qui décideront sans elles, les Chinois d'un côté, les Russes, les États-Unis, voilà. Donc c'est simplement ça. Donc pour moi, aujourd'hui, c'est ça le sujet. Voilà, je pense qu'au Liban, nous sommes tous là pour essayer de faire avancer le Liban dans la bonne direction. Oui. Seriez-vous prêt à mener une médiation ou un dialogue national entre les Libanais en cas de blocage politique, peut-être avant ou après les élections prochaines? Nous, encore une fois, je répète, nous sommes prêts à aider quand on nous le demande. Bon. Je pense que cette formule a déjà été explorée dans le passé, et pas seulement par nous, oui. Par d'autres l'ont fait aussi. Si ça peut aider, moi j'ai pas de sujet particulier. La réalité c'est qu'il faut que les Libanais se prennent en charge eux-mêmes et c'est ce qu'ils font aujourd'hui. Donc sous cet angle-là, j'ai pas d'avis très clair. Si on nous demande d'engasiner les choses, on nous voit mal dire non, mais la réalité aujourd'hui on le voit bien, c'est que il faut des élections législatives, il faut un parlement qui fonctionne, parce que c'est l'avenir des Libanais, c'est aux Libanais eux-mêmes d'en décider. Maintenant, on va poser une question un peu différente. An-Nahar a récemment lancé son site en français destiné aux lecteurs francophones. Comment percevez-vous ce type d'initiative et quels sont vos plans en ce qui concerne la promotion de la francophonie au Levant? D'abord, comme je l'ai dit en introduction, Mabrouk, je vous souhaite le meilleur. Non, je pense que c'est une très belle initiative. Dans un pays pour lequel le français est important, c'est pas moi qui vais le redire, et je suis intimement convaincu que, évidemment, pour la France, c'est important que les Libanais continuent à parler français. Je ne vais pas dire le contraire. C'est notre intérêt aussi. Et le mot intérêt n'est pas un gros mot. Aujourd'hui, c'est clair. Mais je suis intimement convaincu que c'est aussi dans l'intérêt du Liban, parce que ce plurilinguisme-là fait la force du Liban dans cette région très compliquée. Et demain, perdre le français, perdre la culture, parce qu'une langue, c'est pas seulement la langue, c'est tout ce qui va derrière, des valeurs, une culture, etc. Et je pense que cette partie-là de l'identité libanaise, elle est importante en tant que telle. Et donc, je pense que c'est aussi aux Libanais de savoir ce qu'ils veulent en faire. Moi, ce que je note, c'est qu'effectivement, il faut être honnête, le français a reculé par rapport à certaines années, mais qu'il y a encore plus de 50% de l'éducation qui se fait en français. Donc, c'est pas un petit chiffre. Que le Liban a toutes les raisons d'avoir une place importante dans la francophonie. Quand on regarde dans le monde, c'est un des pays justement où cette francophonie est la plus vivante. Et l'initiative An-Nahar, me semble, correspondent en plus à une réalité. Alors d'abord, je pense que si vous l'avez fait, c'est parce que vous pensez qu'il y a un intérêt pour vous à le faire. Absolument. Donc je renverse la proposition. Je pense que si vous le faites, c'est qu'il y a un besoin. Et ce besoin, c'est un besoin libanais, c'est pas un besoin français. C'est pas moi qui vous ai demandé de le faire. Oui. Donc, je suis d'autant plus heureux de vous féliciter pour cette initiative. Et donc nous sommes évidemment prêts à accompagner tous les efforts du Liban pour l'aider, mais avec l'Organisation internationale de la francophonie, qui est aussi un acteur important, parce que la francophonie, c'est pas seulement la France, c'est tous les pays de l'organisation qui en partagent cette langue, ces valeurs. Et donc je crois que c'est important. Et moi, que je note, c'est que aujourd'hui, de plus en plus d'écoles anglophones
nous demandent des labels pour leur branche francophone. Et je trouve que c'est intéressant. C'est-à-dire, dans un moment où tout le monde dit « Ah, le français, à quoi ça sert ?» etc., un certain nombre d'écoles anglophones du Liban, et d'ailleurs, demandent des labellisations. Et nous avons donc créé un label spécifique pour les écoles anglophones qui souhaitent être reconnues pour la qualité de leur enseignement en français. C'est vrai. Et donc là aussi, c'est un peu comme un art qui parle français aujourd'hui. Si ces écoles ressentent le besoin d'avoir cette dimension francophone, c'est parce qu'elles ont un intérêt à avoir cette branche francophone. Donc je pense que l'avenir du Liban passe par ce plurilinguisme et qu'il serait dommage que le Liban le perde parce qu'il perdrait sa singularité dans une région, encore une fois, où il peut être un pôle de stabilité et de développement. Et quand on voit la qualité de l'enseignement dans ce pays, et le rôle que jouent les Libanais de la diaspora dans le monde entier, c'est aussi grâce à ce plurilinguisme. Oui, c'est vrai. Dans ce contexte, quel rôle joue concrètement la France pour accompagner le Liban sur le plan culturel et éducatif? D'abord, c'est une part importante de notre coopération. Je ne veux pas citer trop de chiffres, mais sur les deux dernières années, nous avons contribué pour un peu plus de 200 millions d'euros de coopération au Liban et 30%, entre 25 et 30% pour l'éducation. Et le deuxième grand pôle pour nous a été la santé. Et ça a été particulièrement important dans la période Covid et post-Covid. Pourquoi? Parce que, comme vous le savez, avec la crise économique après 2019, plus le Covid qui est arrivé là-dessus, les écoles et le système éducatif s'est trouvé dans une tension énorme, avec une explosion des coûts de scolarité. Voilà. Et nous avons lancé un certain nombre de programmes à ce moment-là, à la fois des programmes de bourse, aussi des programmes de panneaux solaires, pour en fait alléger la charge de toutes ces écoles pour qu'elles puissent survivre. Et avec d'autres, moi je ne dis pas que c'est la France qui a sauvé le système éducatif libanais, c'est pas ce que je veux dire, mais avec d'autres, je crois que nous avons contribué à éviter le pire pour le système éducatif libanais, même s'il y a encore beaucoup d'enjeux aujourd'hui, notamment dans l'école publique. Et notre objectif aussi a toujours été de soutenir l'ensemble de ce secteur éducatif, c'est-à-dire depuis les petites classes jusqu'à l'université. Donc, contrairement à d'autres, nous avons une vision holistique, comme on dit, de ce sujet-là, depuis la petite école jusqu'à l'université. Voilà. Et puis sur l'aspect culturel, voilà. Je ne fais pas de commentaires sur les gouvernements précédents et les précédents ministres de la Culture, mais nous avons joué un rôle majeur pour garder une existence à une certaine culture libanaise, en aidant la création, en aidant des auteurs libanais à s'exprimer, en les aidant à organiser beaucoup de choses. Là encore, ils n'ont pas toujours besoin de nous, on voit bien, tous ces festivals, les Libanais sont... Mais là aussi, il me semble que ça fait partie pleinement de l'identité du Liban. Alors, encore une fois, je ne veux pas donner des leçons aux Libanais, moi c'est juste un constat que je fais, mais cette floraison d'initiatives culturelles, et je rencontre tous les jours des gens qui ont plein d'idées pour organiser, encore une fois, des festivals, des films, de théâtre, de musique extraordinaires, d'un niveau international. Hein, les derniers festivals de musique, de chant, sont de niveau international. Les artistes qui viennent se produire au Liban sont d'un niveau international. Et encore une fois, je pense qu'il faut que les Libanais en soient conscients. C'est pour ça que nous soutenons beaucoup la culture, parce que la culture, la langue, ça fait partie de cette identité libanaise à laquelle nous sommes particulièrement attachés. Votre Excellence, merci de nouveau pour votre présence et pour votre éclairage précieux. Chers téléspectateurs, merci à vous. Merci à vous. Merci à votre aimable attention et à bientôt.